L'information, c'est sur Évasion Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h débat. Le 1er novembre 2014, l'armée guinéenne célèbre le 56e anniversaire de sa création. Pas de festivités cette année. L'armée guinéenne a choisi cette fois-ci l'assainissement des lieux publics du pays. L'équipe sanitaire destinée aux populations pour la lutte contre Ebola se retrouve sur le marché. Le gouverneur de la ville de Conakry destitue 7 chefs de quartier de la commune de Dixine qui seraient impliqués dans l'affaire. Quelle a été la réaction de ces responsables? Éléments de réponse dans cette édition. Enfin, le Burkina Faso est en ébullition. C'est aujourd'hui que les députés devraient examiner le projet de loi portant sur la révision de la Constitution pour permettre à Blaise Compaoré de briguer un 3e mandat, mais les choses ont évolué autrement. L'actualité oblige, le Burkina Faso s'embrase, le gouvernement a été dissous, l'état d'urgence décrété, le régime Compaoré confronté au printemps burkinabé. Suivez. Par centaines de milliers, les Burkinabés sont descendus dans la rue cette semaine pour dire non à l'inévitable modification de la Constitution. Une mobilisation record pour le Burkina, tant l'article 37 agite le pays depuis des mois. Et cette question, faut-il permettre à Blaise Compaoré de se représenter à la présidentielle de 2015 après 27 années au pouvoir? Pour l'opposition, la réponse est clairement non. Ça passe ou ça casse. Maintenant, c'est vraiment la patrie ou la mort. Nous avons compris que le changement, c'est maintenant ou jamais. Ce rassemblement et cette marche sont le dernier avertissement que nous lançons à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, ce militaire venu au pouvoir par les armes et par l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. Jadis protégé du colonel Kadhafi, Blaise Compaoré est depuis 3 décennies un acteur incontournable des crises au Libéria, en Côte d'Ivoire ou plus récemment au Mali. Allié fidèle des Occidentaux, notamment dans la libération des otages, le facilitateur ne répond jamais sur le fond à ses détracteurs. Exemple à Washington dans cet entretien accordé à la Voix de l'Amérique. Ce qui est important dans la République, c'est que les libertés font que sur des questions d'intérêt national, on s'exprime dans la République. Sur des questions du genre, on peut en débattre librement, mais aussi il y a que la Constitution dispose que le président du Faso, par exemple, peut, sur une question d'intérêt national, proposer au peuple un référendum. C'est ce qui, bien sûr, fait débat. Voilà. Mais je pense qu'on ne sort pas du cadre de la République et de la démocratie. Depuis l'accession de la Haute-Volta à l'indépendance, le pays n'a jamais connu de transition politique pacifique. Beaucoup redoutent un nouveau coup d'État au Burkina Faso. Le pays déjà en ébullition peut-il basculer dans l'instabilité politique? Blaise Compaoré détient la réponse. Aux dernières nouvelles, le président Blaise Compaoré a annoncé la dissolution du gouvernement et la mise en place d'un organe de transition qui sera dirigé par le général Kwame Lougui, ce qu'a confirmé l'armée au cours d'une conférence de presse. Un couvre-feu est instauré de 19h à 6h du matin dans l'ensemble du pays. À présent, tous dans la lutte contre Ebola en Guinée, et bien à la place du défilé pour la célébration du 56e anniversaire de sa création. Cette année, l'armée guinéenne consacre ses festivités de cet anniversaire à l'assainissement des lieux publics du pays, à la distribution de kits sanitaires à la population. Les différentes troupes étaient mobilisées ce jeudi pour assainir le siège de la RTG Koloma, Benomar Silla, Ibrahima Soriari, Yansane. Avec l'épidémie d'Ebola, l'armée guinéenne fête cette année le 56e anniversaire de sa création dans la sobriété. Pas de défilé de troupes ni de rassemblement. Le commandement militaire a déclaré une semaine du soldat consacrée aux actions civilo-militaires, notamment la distribution de kits sanitaires aux populations pour lutter contre Ebola. C'est de compatir à la douleur de notre peuple que nous avons mission de sauvegarder. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu que ce soit une activité de résistance, mais plutôt consacrer la semaine du soldat à l'assainissement des lieux publics et les lieux de culte. Pourquoi? Parce que nous savons que les tas d'immondices qui se trouvent dans différents endroits de la ville sont préjudiciables à la santé de la population.
La journée de ce jeudi 30 octobre a été consacrée à l'assainissement du marché de Symphonia et de la RTG Coloma. La police, l'armée, la protection civile, les douanes, la gendarmerie et tout le commandement étaient mobilisés pour rendre propres les alentours de la télévision nationale. Pour le chef d'état-major général des armées, cette action n'est pas fortuite. Partout dans le monde, là où il y a les combats, les éléments qui évoluent autour des militaires, c'est bien les médias. C'est la raison pour laquelle le commandement a jugé nécessaire de mettre dans ses actions le nettoyage de la RTG. On ne peut pas mener cette semaine sans passer à nos binômes de presse publique et privée. Cette action de l'armée première du genre réjouit les responsables de la RTG qui souhaitent sa poursuite. Je pense que c'est une action qui doit se poursuivre certainement parce que en fait l'hygiène va avec la santé avec l'hygiène naturellement. Donc nous tenons à remercier de vive voix monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, monsieur le chef d'état-major général des armées et l'ensemble des militaires qui ont accepté de se mobiliser pour assainir la RTG ce matin. Les Kalachnikov ne pouvant pas vaincre le virus Ebola, les soldats se sont engagés avec les pelles et coupe-coupe pour sauver des vies contre Ebola. Avec ses actions civilo-militaires, l'armée guinéenne confirme son caractère républicain. Cérémonie de signature ce jeudi de 2 mémorandums entre les ministères des Affaires étrangères, de la Santé et la Fédération de Russie en collaboration avec la compagnie Rusal. Il sera question d'assister la Guinée dans le cadre juridique de coopération en matière de santé et de recherche scientifique. En plus de ces accords, un important lot de médicaments a été offert au ministère de la Santé pour la lutte contre Ebola. Tierno Falilou Diallo. La signature d'un accord entre la compagnie Rusal et l'agence russe de protection des consommateurs sur la lutte contre le virus Ebola en Guinée commence à porter ses fruits. Ce jeudi, 2 mémorandums ont été signés au ministère des Affaires étrangères. Des accords qui permettront à la Guinée de lutter efficacement contre Ebola. Les relations entre la Guinée et la Russie sont vieilles et sont très vieilles. Malheureusement, ces dernières 10 années, pour ce qui concerne les épidémies, il n'y avait pas trop de collaboration, pas trop de coopération. Mais nous espérons, avec l'apparition de Ebola en Guinée, cette coopération dans le domaine de la santé va commencer. Elle connaîtra également une nouvelle impulsion et nous pensons que nous allons aider la Guinée, une fois encore, à éradiquer le virus Ebola. Et que ces experts de la Russie sont prêts à collaborer avec les médecins guinéens. Ils sont prêts à les inviter en Russie, collaborer et dans le cadre du transfert de la technologie et de la connaissance pour qu'une fois encore, quand même l'épidémie d'Ebola finit, que les autres épidémies soient rapidement éradiquées en Guinée. Pour le ministre des Affaires étrangères, avec la signature de ces accords, la Guinée pourra en finir avec Ebola. Nous sommes convaincus qu'après la signature de ce mémorandum et sa mise en œuvre, ce nouvel outil constituera pour le peuple guinéen un moyen efficace, non seulement pour endiguer l'épidémie qui sévit aujourd'hui en Guinée, mais aussi de faire face à l'avenir à toutes les attaques de virus qui pourraient survenir dans notre pays. Après la signature des protocoles entre les deux parties, un lot de matériel médical a été offert au ministère de la Santé. Un geste parmi tant d'autres salué par le colonel Rémi Lama. Sur le plan scientifique, la fin de Russie a toujours montré qu'elle a ses mots à dire à l'arène internationale. Également, la fin de Russie n'a pas tardé, il y a 2 jours, à venir également auprès de nous pour demander qu'ils soient élégants, prêts à mettre à disposition un hôpital de 50 lits. À nous de choisir les sites afin que cet hôpital soit rapidement mis en place. Donc tout ça, c'est pour apporter un appui non seulement par rapport à cette riposte, mais également appuyer le système de santé. Et vous vous souvenez également, la société Rusal Guinée a également appuyé le ministère de la Santé dans le cadre de la mise en place des dispositifs sanitaires de sécurité. Ça veut dire que la Russie, réellement, elle est à côté de la Guinée, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce geste symbolique de la Russie à la Guinée vient démontrer une fois de plus les bonnes relations de coopération existantes entre ces deux nations.
toujours Ebola, la coordination nationale de riposte à Ebola et ses partenaires se sont retrouvés durant 2 jours pour discuter et échanger autour de la mise en place d'une nouvelle stratégie de riposte. Il s'agit de freiner l'évolution du virus Ebola en Guinée. Aboubakar Sidiki Mané nous en dit davantage. En se penchant sur une nouvelle stratégie de riposte, les acteurs concernés ont échangé sur la cartographie des interventions urgentes. Dans cette riposte, les partenaires et la coordination unissent leurs forces à nouveau pour maîtriser rapidement le virus Ebola. La différence majeure, c'est que cette fois-ci, nous ne voulons pas faire des plans avec des actions concrètes. Nous avons demandé à tous les partenaires que nous ne prendrons pas en compte les annonces de financement. Et donc, celui qui doit dire qu'il appuie telle activité, il faut que d'ores et déjà qu'il ait les ressources nécessaires pour l'appuyer, afin que nous sachions quelles sont les activités qui vont être financées et celles qui n'ont pas eu de financement, et savoir qui est où. Parce que dans l'ancien plan, quelqu'un pouvait te dire, par exemple, je prends toute la préfecture, après d'avoir agi dans 2 ou 3 sous-préfectures, ils disent qu'ils ont couvert la préfecture. Alors qu'on recevait des plaintes de ces responsables de préfecture pour dire que leur préfecture n'a pas été couverte. En prenant les principaux axes, la coordination a pris en compte la prise en charge des malades d'Ebola. Au cours de cette rencontre de 2 jours, des experts congolais mandatés par leur chef d'État sont venus partager leurs connaissances avec la coordination nationale et ses partenaires. Nous sommes ici pour essayer d'apporter le conseil que nous sommes tous dans le même bateau. C'est une équipe, c'est l'équipe Guinée. Qu'il s'agisse de MSF, de l'OMS, de je ne sais qui travaillent sur le terrain, ils travaillent pour le gouvernement guinéen, ils travaillent pour le peuple guinéen. Parce que vous avez bien vu qu'à partir d'un seul cas, 3 pays très peuplés ont été touchés. Donc s'aventurer à donner ce genre de garantie, ce ne serait pas sérieux de ma part. Nous avons effectivement travaillé depuis 2 jours, mais nous n'avons pas fini. Donc je pense qu'il ne serait pas honnête vis-à-vis des autres participants que je puisse vous donner des conclusions déjà maintenant. Pour l'heure, pas question de parler de fin de l'épidémie selon la coordination nationale de riposte. Parler de fin de l'épidémie, nous, notre espoir, c'est d'inverser la tendance actuelle qui est vers l'augmentation. Vous savez, depuis le mois d'août, on constate une augmentation du nombre de cas et qui a continué en septembre et en ce mois d'octobre. Nous pensons que d'ici la fin du mois de novembre, nous allons amorcer la descente et vers un seuil tolérable vers la fin du mois de décembre. Et ainsi, dans le premier trimestre de l'année prochaine, nous pensons pouvoir contrôler définitivement et si possible déclarer la fin de l'épidémie. Alors que la fin de cette épidémie est très imminente pour le gouvernement guinéen. Le grand banditisme à Conakry, on en parle encore. Une voiture braquée par des bandits armés a été saisie de justesse la nuit de mercredi par des brigades anticriminalité. C'est une voiture de la Banque centrale affectée à un des conseillers qui a été braquée au niveau de Nongotadi dans la commune de Ratoma alors qu'il rentrait du service. Benoît Martila nous en dit davantage. C'est une Toyota EP 91-95 appartenant à Daouda Touré, conseiller à la Banque centrale de la République de Guinée. Il aurait été braqué et débarqué de cette voiture dans la nuit de mercredi aux environs de 20h à Nongotadi par des inconnus armés. Avec le système de géolocalisation GPS et après un échange de tirs entre les agents de la brigade anticriminalité et les présumés voleurs, la voiture a été saisie dans le quartier de Moudoula, commune de Ratoma. Les Guinéens sont venus, c'est-à-dire pour pouvoir reprendre les véhicules avec les bandits, mais ils ont buté à des coups de feu. Donc ils ne pouvaient plus continuer à avancer vers les bandits. Ils ont appelé le commandant d'Abak numéro 3 de Kakimbo. Bon, lui aussi, voyant la distance qui était entre là où on l'indiquait et sa BAC, a contacté directement le commandant d'Abak numéro 5 qui est à Nongo là-bas même. Donc ça a sûrement que sans désemparer, ils ont pris leur véhicule, ils ont réuni les hommes, ils sont mis à la poursuite du véhicule en question, de communication en communication, à fur et à mesure qu'ils avançaient, on leur indiquait où se trouvaient les véhicules. Ils sont partis rattraper les agents de la Guipresse qui avaient été repoussés par des bandits, par des coups de feu. Tout de suite, il y a eu des dizaines de coups de feu entre la BAC et les bandits. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, l'action doit être le seul creuset de la police et non des discours. Dr Mahmoud Sissé demande aux services de sécurité de placer les populations au centre des dispositifs de sécurité. Désormais, notre système de sécurité doit placer les populations au centre de son dispositif. Toutes mes félicitations encore
je ne suis pas prêt à faire trop de discours pendant que je serai en séjour ici. Ma mission, ce sont les résultats. Je veux que tous les agents des services de police sachent que trop de discours, c'est fini. On va faire l'effort pour donner des résultats et la population doit pouvoir apprécier ces résultats. Rien d'autre. De nouvelles plaques étaient prêtes pour changer le numéro d'immatriculation de la voiture afin d'échapper à tout contrôle. Mais les voleurs ont échoué dans leur tentative sans être arrêtés et la voiture a été conduite à la banque centrale pour être restituée aux propriétaires. Toujours dans l'actualité, cette chef de quartier de la commune de Dixine est révoquée par une décision du gouverneur de la ville de Conakry, motif vente illicite de kits d'hygiène destinés aux populations pour lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, une accusation contre laquelle s'inscrit en faux ses responsables locaux. Lansana Traoré, Aboubakar Biro Camara. Ce sont les chefs de quartier de Kamaen, de Dixine Centre 2, Dixine Mosquée, Kenyang, Bellevue École, Minière Centre et Afia Mosquée qui ont été révoqués ce mercredi sur décision du gouverneur de la ville de Conakry. Cette révocation serait motivée par la vente illicite de kits d'hygiène destinés aux populations pour lutter contre Ebola. Pour le chef de quartier de Afia Mosquée, les raisons invoquées pour prendre cette décision sont de pure calomnie. On n'a reçu que 5 kits. Ils sont jusqu'à présent à leur place respective. On n'a jamais reçu ici une équipe du gouvernorat pour inspection. Nous sommes honnêtes et nous sommes d'accord d'être révoqués, mais il ne faut pas qu'ils nous diffament. Au total, ce sont 110 kits distribués dans les 22 quartiers de la commune de Dixine, soit 5 par quartier. À Afia Mosquée et Bellevue École, visités par notre rédaction, tous les kits étaient en place. Est-ce qu'il y a des mains noires derrière ce limogeage? Le chef de quartier de Bellevue École répond. Quand on n'aime pas quelqu'un, c'est ce point-là que vous allez émettre. Parce que tout le monde sait que le problème d'Ebola, ça incombe tout le monde. Moi, je suis un père de famille. Je ne peux pas aussi m'hasarder les 5 kits qui ne valent absolument rien. Qu'on me donne ça et que j'envoie ça dans quelque part. Pour des fins d'enquête, ces chefs de quartier ont été auditionnés ce jeudi à la gendarmerie de Kipé Centre émetteur. Pour l'heure, la question qui se pose est celle de savoir s'il s'agit d'un règlement de compte entre Soriba Sorel Kamara et ses chefs de quartier. Seules les enquêtes nous élucideront. Au regard des violences auxquelles sont confrontés les jeunes lors des manifestations politiques, l'ONG Destin en Main a organisé ce jeudi un atelier de formation axé sur le thème sensibilisation sur la citoyenneté et formation sur la recherche scientifique sur l'Internet. L'objectif est d'obtenir 0 victime à la présidentielle de 2015. Andrea Golemo pour le reportage. Après avoir communiqué dans la commune de Matam et Matoto, l'ONG Destin en Main s'est intéressée ce jeudi aux jeunes de Kaloum. Pendant plusieurs heures, les membres de cette organisation ont échangé avec les jeunes de Kaloum sur les secrets de la recherche scientifique sur Internet. Il s'agissait de leur apprendre à utiliser les moteurs de recherche et l'utilisation de Google. Des conseils sur la citoyenneté ont aussi été prodigués à ces jeunes. Renoncez à la violence et prenez la science. Donc on leur donne les techniques de recherche de l'information scientifique pour qu'ils puissent avoir des écoles mobiles, d'accord, pour pouvoir faire la recherche scientifique, parce que comme vous le savez, il n'existe pas de science sans la recherche, d'accord, et que les Guinéens acceptent de voir le monde actuel, le monde de l'information, le monde de l'éducation, le monde des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le monde de l'excellence et des compétences, pour renoncer à la division, renoncer à la haine, participer à la construction d'une véritable démocratie en Guinée et aider à développer la Guinée. Visiblement satisfaits, les participants disent avoir bénéficié d'un plus en matière d'utilisation des nouvelles technologies. Ils nous ont montré, et il nous a dit il y a 25 codes de comment faire des recherches. Et depuis présent, nous sommes maintenant sur le 5e suite. Et d'abord, pour la première fois, comment changer la langue
dans Google et après encore comment ouvrir les journaux guinéens ou partout dans le monde. Et aussi, il nous a donné beaucoup de chiffres sur Google, comment faire des recherches scientifiques. Une ONG qui envisage de continuer cette communication dans les autres communes en vue d'édifier la jeunesse de Conakry sur sa responsabilité dans le développement socio-économique du pays. D'une rencontre à une autre, le droit de la femme et de l'enfant en islam était au centre d'une conférence débat organisée hier au centre islamique de Donka. C'est une initiative de l'association musulmane de Guinée pour l'assainissement des mosquées. Des précisions avec Isiaga Diakité. Une conférence débat a été organisée à Conakry par l'association musulmane de Guinée pour l'assainissement des mosquées Amgam. Lancée mardi sous le thème La situation des mosquées, la conférence s'est achevée hier mercredi par un débat portant sur le droit de la femme et de l'enfant en islam. La protection de l'adolescent, le droit à une bonne mère et l'éducation sont entre autres les thématiques développées par le conférencier. J'ai parlé de droit de l'enfance avant la naissance d'abord parce que l'islam recommande de choisir la famille avec laquelle vous faites votre mariage. Donc, parce que le prophète nous enseigne en nous disant que c'est-à-dire quand vous épousez une femme dans une famille mauvaise, dans une mauvaise famille, un jour viendra, vos enfants aussi vont prendre les comportements de cette famille. Et la deuxième chose que j'ai abordée, j'ai parlé aussi l'âge d'adolescence qui est défini par les éducateurs de 10 ans à 21 ans. C'est-à-dire l'âge là est très difficile. Autre problématique évoquée au cours de la conférence, le droit à l'héritage qui fait l'objet de conflits dans certaines familles guinéennes. Certaines personnes revendent les terrains d'héritage qui ne les appartiennent pas. Étant donné que ceux qui habitent là-bas vivent de ça, une fois ces terrains revendus, les propriétaires ne savent plus à quel sens se vouer. Visiblement satisfait, le chargé de mission du secrétariat général des affaires religieuses a demandé aux autres associations de Guinée d'emboîter le pas de cette association. Constatons l'existence de plusieurs associations sur le terrain, mais qui ne cherchent pas à savoir même le but même de leur existence sur le terrain. Si une association vient pour connaissance de la science, la religion, ça nous réjouit. Donc ça nous a beaucoup plu. Au nom du secrétariat, nous les remercions et nous demandons à toutes les autres associations de les imiter. L'association musulmane de Guinée pour l'assainissement des mosquées a ainsi invité les autorités du pays à prendre soin des mosquées de la capitale. Un vœu qui a ponctué la conférence. À présent, à l'intérieur du pays, le tronçon d'Abola-Kouroussa est de nos jours impraticable. La chaussée est dans un état de dégradation très poussé, provoquant des accidents mortels et des pannes aux véhicules. Une situation qui se répercute sur le quotidien des âgés et même des habitants des localités environnantes. Les conducteurs déploient la lenteur des travaux de réhabilitation de la route de retour de Kouroussa. Moufali Gavouki et Gibril Mara signent ce reportage. La route d'Abola-Kouroussa est de plus en plus déserte. Pour allier la ville de Kankan, les usagers choisissent difficilement ce tronçon appelé la route de l'enfer. La chaussée jalonnée de crevasses et autres nids de poules est devenue un véritable piège mortel pour les chauffeurs et passagers. Pire, après le passage de chaque véhicule, un nuage de poussière empêche les habitants des agglomérations de respirer de l'air pur. L'état piteux de cette route provoque l'ire des conducteurs. Moi-même, je suis chauffeur aujourd'hui, mais je suis un diplômé. Mais l'état de la route Kouroussa d'Abola aujourd'hui, vraiment nous crée des escaliers de problèmes. Même là où moi je suis, je souffre. Parce que compte tenu de l'état de la route, j'ai eu des crevaisons, j'ai arrangé ça, mon embrayage, le câble est coupé. Donc tout ça là, ce sont les balancements, les fossés, les grands trous. Donc ce sont des souffrances. Ce ne sont pas des souffrances, c'est des souffrances. Deux fois à Kouroussa d'Abola, on peut acheter 2 à 3 pneus compte tenu de l'état de la route. Et même la consommation des voitures dépasse.
on ne gagne rien, sauf la souffrance à cause de l'état de la route. Avant que la route ne soit dans cet état, on pouvait faire au moins Kouroussa d'Abola 1h30, 2h. Mais à l'heure là, il nous faut 4 heures jusqu'à 4 heures et quelques, compte tenu de l'état de la route. Même les grands accidents aujourd'hui qui sont liés entre camions et taxis, nous les taximans sont liés à l'état de la route. Un autre chauffeur précis. Ça fait combien d'années nous on a souffert sur la route là? Ils ont donné les finances, ils ont retiré, ils ont donné Kabagité. Jusqu'à présent, il n'a pas commencé. Il a commencé il n'a même pas fait les 5 kilos d'abord. Il a laissé. On a souffert sur la route. S'il n'a pas aidé sur la route là, c'est pas bon. Quand tu quittes à 8h à Dabola, tu rentres à Kouroussa à 19h, 20h. La dégradation du tronçon d'Abola Kouroussa se répercute sur le quotidien des riverains. Dans notre centre de santé, quand il y a des cas de complications lors des accouchements, on les évacue à Kouroussa dans des conditions exécrables. Certains survivent, d'autres en revanche meurent. Prendre le volant sur la route d'Abola Kouroussa est un véritable cauchemar. À présent, la guerre contre les islamistes n'est pas terminée dans le nord du Mali. Au contraire, les autorités françaises parlent même du retour de groupes djihadistes. Du coup, la mort de Thomas Dukir comme une illustration. Sergent-chef des forces spéciales, ce natif de Toulouse de 32 ans est mort dans de violents combats dans le nord du Mali. Le reportage de nos confrères de TV5. Une émotion palpable ce matin autour de la base aérienne 123 près d'Orléans. La base du commando parachutiste de l'air Thomas Dupuis qui vient de trouver la mort au Mali à 32 ans. Quelqu'un comme ça qui vient pour rien quoi, pas pour rien, c'est pour le Mali, mais bon, il a laissé sa vie quoi. Et je le connaissais pas personnellement, mais bon, je pense que pour la base ça doit être très dur pour eux quoi. Tous les jeunes là, ils sont amenés à partir dans des missions un peu à droite à gauche. C'est vrai que de ne pas les voir revenir, c'est vraiment très affectant quoi, c'est blessant. Thomas Dupuis était un battant. On le voit s'entraîner ici à Toulouse en 2004 pour le championnat du monde amateur de boxe thaïlandaise. Dans l'armée, paracommando, tireur d'élite, le sergent-chef Dupuis avait été blessé en Afghanistan. Au Mali, avant-hier, il était engagé dans une opération nocturne contre un repère de djihadistes dans le massif du Tir Argar. Nous avons lancé une action héliportée. Nous avons déposé les hommes à proximité d'un repère de terroristes et sur zone. À partir du moment où nos hommes ont progressé, ils ont violemment été pris à partie. Un combat violent s'est engagé entre eux et ce que nous estimons du volume d'une trentaine de terroristes lourdement armés. Thomas Dupuis est le 10e soldat français tombé au Mali depuis le début de l'intervention janvier 2013. Une intervention victorieuse au départ, mais difficile à terminer. C'est une opération qui est très délicate et très compliquée parce qu'il faut, on n'est pas du tout dans une guerre frontale, il faut donc arriver à attaquer, à cerner, à cibler un certain nombre de petits groupes extrêmement mobiles. Actuellement, 1400 militaires français restent engagés au Mali. Toujours dans l'actualité, course contre la montre au Sri Lanka. Depuis ce matin, les pelleteuses sont en action. Des centaines de sauveurs sont en action pour retrouver des victimes d'une gigantesque coulée de boue, un glissement de terrain qui a littéralement submergé une plantation de thé et quelques 150 maisons ont été balayées. Une centaine de personnes ont été enterrées vivantes. Reportage. Le village de Miriya Beda n'est plus qu'un champ de boue, englouti. Plus de 150 maisons de tôle ont été emportées par la coulée. Les militaires utilisent des pelleteuses pour tenter de retrouver les victimes ensevelies, au moins 100 personnes. Des tonnes de terre ont dévalé de la montagne. Il y a eu un énorme bruit, comme un hélicoptère. Un garçon a demandé à ma fille de venir voir ce qu'il se passait. Alors le sol les a engloutis immédiatement. Une femme a vu les 2 enfants se faire emporter. Nous avons essayé de les sauver, mais j'ai perdu mon unique fille. Dans cette plantation de thé, les opérations de sauvetage sont difficiles. Il pleut encore et le terrain est instable, laissant craindre de nouveaux éboulements. Il y a peu de chances de retrouver des survivants. Les pluies de mousson ont été diluviennes, mais elles n'expliquent pas à elles seules cette catastrophe.
En 2005, notre institut avait identifié cette zone sujette à des coulées de boue et conseillé l'éloignement de la population. En 2011, nous avons publié un autre rapport confirmant le premier. La raison de ce désastre, c'est que la population n'a pas écouté notre mise en garde. Les survivants ont passé la nuit dans les écoles de la plantation. Les autorités avaient alerté les habitants. Elles leur avaient demandé de se mettre à l'abri à cause des fortes pluies, sans proposer pour autant de solution de repli. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez désormais écouter la radio Évasion FM en continu sur le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.